C'est parti. Bonjour Loïc. Bonjour Charles. Alors on est en train de rire parce que en fait les gens chez qui je fais des interviews, ils savent jamais pourquoi, quel sujet, qu'est-ce qu'on va aborder. Et donc au tout début, ils se disent mais, ça y est, c'est parti. Alors on démarre. Alors Luc, je te contactais pour la même chose que Eric. Je voulais qu'on fasse un petit bilan parce qu'en fait Eric, ça fait 12 ou 13 ans que je suis en contact avec. Toi, je n'ose même pas calculer, je crois que je t'ai contacté en Ouais, 2005 ou 2006 quand je faisais des recherches sur la déflation, je crois de mémoire, avec Tropical Bear, donc ça doit faire quand même 16 ans. Et ouais. donc tu as créé plein de 2007. produits avec 2007, 2007, ouais, ouais. donc Si 15 je me ans. souviens, de 15 ans, ouais, c'est vrai. Donc tu as créé plein de produits ensemble. J'étais ton producteur quelque part. Je suis honoré de ta confiance. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais que tu expliques aux gens euh, ce qu'il y a derrière, pourquoi tu le fais, à quoi tu crois en fait. Parce que pourquoi je fais ces interviews actuellement? Parce que aujourd'hui, on est devenu, enfin, le game Internet, c'est devenu professionnel et les gens sont là. J'en connais plein qui font ça, c'est-à-dire qu'ils ont compris les besoins en information, ils produisent des produits, ils les vendent, donc tout est professionnel, mais ils font des boulots qu'ils n'aiment pas du tout en fait. Ils détestent ce qu'ils sont en train de faire, ils sont juste là pour l'argent. Et que ce soit Eric, toi ou moi, d'ailleurs, si on est là depuis 15 ans, c'est qu'on ne s'est jamais lassé, c'est qu'on aime ça. Le problème, c'est qu'on ne le montre pas. Et donc, je voudrais montrer aux gens ce que t'aimes. En l'occurrence, moi, je sais ce que t'aimes. T'es un orthodoxe de l'économie et t'as mis de l'eau dans ton vin depuis que je te connais, mais tu restes quand même quelqu'un de très rigoureux. T'aimes l'analyse, t'aimes la valeur, t'aimes tout ça. Et je voudrais qu'on parle de tout ça et je voudrais on passe en revue tes formations à travers tes convictions pour montrer que c'est pas de la pipe en barre. Les formations que tu as fait, c'est parce que tu y crois tout simplement. C'est ça que je voudrais qu'on mette en lumière aujourd'hui. Donc, je vais partager l'écran. D'accord. Voilà. Alors, j'en ai plein ouvert. Voilà, ça va être ça, partager. C'est ça. Normalement, tu dois voir l'écran de la boutique Ouais, ouais, c'est bon. Esprit Argent. Donc, non, là, on a tout tes... On a Loïc Abadi. Là, je t'ai sélectionné par auteur sur la droite. Et donc, bah, tu en as une dizaine, douzaine, si je te dis par laquelle tu veux commencer. Donc, on va mettre de côté les portefeuilles qui sont des choses un peu spécifiques, mais je te parle vraiment de la formation. Laquelle, D'accord. laquelle tu veux? Il y a deux formations débutants. Pour quelqu'un qui est complètement débutant, Ah je putain, il propose. fait le même truc qu'Eric hier. Pouf, pouf, pouf. Alors, Qu'est-ce qui te laisse penser, Eric, qu'on n'a que des gens qui veulent débuter qui nous regardent? non, mais tu me dis par quoi tu veux commencer. Donc, voilà, je dis, bon, Pas pour par quelqu'un. niveau, non, Ouais, ouais. le truc qui te passionne. Non, je veux vraiment, je suis Alors, pas. il y en a deux qui sont très différentes. Alors, il y a la Qui compte pour formation. toi, on est d'accord. Celle qui compte pour toi, vraiment. Qui compte, c'est-à-dire c'est toi, c'est les recherches que tu as fait auxquelles tu crois. Il y a se former à l'analyse financière qui est vraiment la formation la plus généraliste, la plus. Ok. Donc, Voilà, elle est là. Elle est c'est là. ça. Alors, celle-là, elle est vraiment Pour- importante pour moi parce qu'elle est généraliste. Elle couvre tous les domaines de l'analyse financière, de l'analyse de valeur. Il y a plusieurs stratégies en analyse financière. On peut avoir une stratégie croissance, une stratégie rendement, une stratégie décode deep value. Voilà, celle-là, elle couvre tout. Donc, je pense qu'elle est importante. Et après, il y en a une autre qui est importante aussi pour moi, c'est la formation Le Grand Accélérateur. Tu vas te détendre un peu là. Tu t'as tout juste commencé à cratcher la surface. Rentre dans le détail. Elle est importante pour toi, mais elle t'a servi à titre perso. Je veux vraiment. Ouais. Elle est importante pour les clients, mais pour toi, elle est importante. Ça t'a mis dedans. C'est la première que tu as faite. Je me souviens plus par quoi tu as commencé. Elles sont pas dans l'ordre. Ça s'affiche pas dans l'ordre, mais Je euh, pense. c'est une synthèse Parce que que tu. d'abord, je voulais faire vraiment la formation qui regroupait toutes les approches que j'utilise en analyse financière. Et après, j'ai fait des formations plus spécialisées. Donc celle-là, c'est la première que tu as sortie. C'est tu as Ouais. mis en place, tu t'as synthétisé. Alors, tu crois à quoi dans l'aide financière? Maintenant, parce Alors, avec le recul, avec le Covid, avec le marché baissier, en, avec toute la en merde, les gros, trucs de la Fed. il y a deux grandes familles d'approches, hein, de toute façon. Il y a les gens qui rêvent à l'avenir et les gens qui regardent le présent. Moi, je regarde le présent. Donc, Ça veut dire quoi concrètement, regarder le présent?
Ça veut dire, c'est plus sûr. C'est-à-dire que quand on regarde le présent, on regarde ce qu'une entreprise vaut, c'est-à-dire quel résultat elle produit à l'instant T, qu'est-ce qu'elle a en patrimoine, qu'est-ce qu'elle a en valeur, tous ses actifs, etc. Et ça, c'est du garanti. Ça s'évalue, ça, c'est réel. Si on rêve à ce que l'entreprise va faire dans 5 ou 10 ans, c'est super incertain, c'est très difficile à prévoir, c'est beaucoup plus risqué. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est, entre guillemets, paresseux. Ça veut dire que si j'ai une entreprise qui a une grosse valeur à l'instant présent et qui décote fortement sur cette valeur, bon, bah, je prends peu de risques et j'ai un bon espoir de gain. Si je cherche à estimer ce qu'elle va devenir dans 5 ou 10 ans, c'est très incertain. Et la plupart des gens qui commencent en bourse, ils rêvent à l'avenir, ils entendent des sujets, il y a l'hydrogène, il y a des choses comme ça, et ils se plantent parce qu'ils font des rêves et les rêves ne se concrétisent pas après. Et comme tout le monde, le problème, c'est que tout le monde fait les mêmes rêves, et du coup, tout le monde se jette sur des secteurs qui deviennent surévalués et se plante après. Tandis qu'on regarde vraiment l'instant présent, on n'a pas ce problème, on cherche de la décote. Et après, pour moi, bon, le futur, genre, je le regarde quand même, mais c'est un bonus. C'est-à-dire que si le présent est bon, ben, à ce moment-là, on peut analyser le futur et ça fonctionnera, quoi. Mais si le bonus ne se réalise pas, on aura quand même toujours la bouée de secours du présent qui va quand même nous offrir un gain de valeur. Et en plus, alors ça, ce que je fais, ça s'appelle une approche valeur. Ces approches valeurs, en fait, quand on regarde des graphiques de performance entre les stratégies value et les stratégies croissance, les stratégies basées sur le futur, ça fait 10 ans que les stratégies value sous-performent. Et c'est en train de se retourner. C'est-à-dire depuis le Covid, depuis 2021, le ratio s'est complètement inversé. On a l'air de repartir sur un nouveau cycle pour les stratégies value. Donc j'y crois beaucoup sur les 10 ans à venir. Bon, putain, tu fais chier parce que c'est une idée d'update de mes formations pour Université Investisseur. Est-ce que tu veux des statistiques à propos de ça? Ça Ah devrait ouais? t'intéresser. Ouais. Alors, il y a une recherche qui a été faite là-dessus. Attends, je suis en train de... Parce que je ne la connais pas par cœur. Euh, Ils ont pris un rolling période, une période glissante Ouais. de 15 ans sur un siècle, Hmm. et ils ont comparé sur 15 ans glissants, ce qui me paraît être Ouais. une bonne date. Pour moi, déjà, en dessous de 5 ans, c'est du chaos. Je pense qu'on est d'accord, et tu seras encore plus d'accord que moi-même avec moi-même, puisque tu es spécialisé sur le long terme. 5 ans, c'est la mini du mini, pour y voir clair et extraire les tendances. Et voilà, 10-15 ans, généralement, il y a une crise tous les 10-15 ans garantie. Donc, faire un rolling sur 15 ans, j'ai trouvé ça pertinent, parce que ça Ouais. intègre une crise, une période de croissance. Donc, Ouais. ils ont fait ça sur un siècle. Et ils ont comparé le rendement du growth, de la croissance du futur, comme tu dis, avec le rendement du présent, de la valeur, depuis donc sur long terme, sur tous les 15 ans glissants. Ton avis, euh, quel est le pourcentage en faveur de qui? Alors Ah, là, c'est une colle de merde, ouais, je sais, c'est une colle de ouais, merde. Mais est-ce que tu penses déjà... Ah non, attends, on va finir. On va finir. C'est vrai que si tu n'as pas accès aux recherches, est-ce que tu penses que le value, cette période de 15 ans glissant, fait mieux en performance que la croissance? Ou est-ce que tu penses que la croissance, dans l'histoire, là, depuis un siècle, a fait mieux que le value? je- difficile. Là, parce que il faut voir comment ils définissent le value aussi. Non, Parce de que l'SP500 value, tu sais, ils ont les indices, ouais, le value, oui, le ouais, SP500 je value, connais. SP value growth. Si Attends, c'est cette... Ah, j'aurais dit c'est la croissance qui l'aurait emporté parce que les définitions sont pas forcément bonnes. alors, je vais déjà te donner une première information. Le value a gagné. Et je Value vais te a donner gagné, une bon. autre, je vais te donner une autre information. Le value a gagné très, très, très largement. Puisqu'en fait, sur 15 ans glissants, Ouais, sur un siècle, 93% des 15 ans glissants, c'est en ouais, faveur du value. ok. Alors, la conclusion de ça, Et c'est pour en fait, ça. alors Pardon. c'est vraiment bon signe parce que la définition du SP500 value, elle est basée sur des ratios qui sont peu exigeants en fait. Je suis beaucoup plus exigeant sur les ratios que Bah, j'utilise que... c'était mes questions. Tu vas te calmer. Oui, putain, Ah, tu devines l'interview qui arrive là. C'était la question suivante. Bon, alors on termine sur cette histoire de value. Je te donne ces infos puisque tu es un mec qui est value à mort, à la valeur. Et donc, les gens qui te suivent, il faut qu'ils aient conscience, ça peut être ingrat, puisque souvent à court terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, il y a des bulles, comme tu expliquais, les gens s'enflamment sur des thématiques diverses et variées. Et donc, on a l'illusion, parce que les médias aiment bien stimuler
bah, c'est fire, c'est feu là, voilà, parce que bah, ça fait vendre. Ils aiment bien participer aux bulles, les médias, c'est rentable pour eux, ça fait de Ah oui. l'audience. Et donc, on a l'illusion, en regardant les marchés, puisqu'on passe d'une bulle à une autre, mais c'est des bulles qui sont sectorisées et finalement qui ne représentent pas énorme en capitalisation, contrairement à ce qu'on pense. Donc, on a l'illusion que ces feux de valeur du futur sont la bourse, alors qu'en fait, quand on s'extrait un peu à Warren Buffett et qu'on regarde sur 15 ans glissant, bah, 93% du temps, c'est de la pipe en barre, c'est la valeur, c'est ce que tu es en train de décrire, c'est ce que l'entreprise a déjà réalisé, qui gagne, qui fait le plus de performance au final. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Ce qui m'amène à la deuxième question, Loïc. Tu es quelqu'un d'orthodoxe, comme j'ai démarré cette interview. Alors, dis-nous pourquoi toi, la value, c'est cool, mais toi, tu as un super archi value du dur de dur. Toi. On déconne pas avec les critères. Parce qu'à chaque fois que je te Ouais. contacte, je dis, t'as vu ça là, machin? Et, ah là là, tu me balayes ça de la main. Je dis, ah, Charles, déconne pas. Ouais. Parle-moi de ton rapport aux critères valeurs, s'il te plaît. Expose-les, parce que c'est vraiment ta caractéristique. Ouais. Depuis que je te connais, il y a beaucoup d'émotions sur les marchés. Justement, de bulles, voilà, de trucs, de machin. Et tu es vraiment un mec qui plie quasiment jamais. Tu as juste ouvert ton approche sur les banques centrales. J'avoue, depuis 2, 3 ans, 4 ans, là, tu t'es un peu ouvert à l'idée que. Mais alors, sur les Un critères peu, des boîtes, tu n'as jamais dérapé depuis 15 non, ans. non, non, c'est sûr. Ça, Parle-nous de ça. Parle-nous de pourquoi tu es comme ça et à quoi tu crois, ouais, etc. parce que j'ai besoin de ça pour être rassuré, en fait. Je suis assez... Bon, sinon, je vais être stressé. Si j'achète une valeur, mettons qu'il vaut 4 fois, 5 fois ses capitaux propres parce qu'elle est en pleine croissance, je vais être stressé et si le cours se met à baisser anormalement, je vais la vendre au mauvais moment, je vais pas prendre de bonnes décisions hein, parce que j'aurai pas derrière la base value qui va me rassurer, qui va me dire bah, la valeur baisse, c'est génial, c'est super, elle baisse, je vais pouvoir en acheter moins cher encore. Voilà, en fait, pour moi, une bonne valeur value, c'est une valeur dont, si on voit le cours baisser temporairement, à la limite, on est content. On se dit, bah, chouette, ça va me laisser le temps d'en acheter plus. Ok, Euh, donc le besoin psychologique, c'est la gestion du risque, la peur. C'est oui, oui, intéressant, c'est ouais, vraiment parce intéressant. que Tu je- règles en fait une- quelque part, tu as ton rapport au risque qui se fait en fonction de la valeur. C'est ce qui te oui, permet d'investir sereinement. Parce que si je sais que j'achète une valeur à moitié prix de ce qu'elle vaut réellement, je suis serein dessus. Euh, c'est voilà, pour ça que tu portes des positions, parce que je t'ai toujours dit que oui, j'étais incapable de faire ce que tu fais, c'est-à-dire que tu portes des positions par moment pour 5 ans, pendant 5 ans, ce qui est pour moi impossible. Mais en fait, je comprends là maintenant, te posant la question, que tu es capable de faire ça uniquement parce que tu sais que tes ratios sont béton armé dessus. oui, et puis ça permet aussi de garder longtemps des positions gagnantes à l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vendent, il y en a même qui en font des règles. Dès qu'on a gagné 50%, il faut vendre. Et en fait, avec les critères value, bon, si une valeur progresse rapidement, les ratios vont rester décotés, même si elle a gagné 100%. Bon, on va se dire, elle est toujours pas chère, elle est toujours décotée, donc je garde, et voilà. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vécu des situations, des positions où la valeur progresse, le business progresse, qui fait que les ratios valeurs sont tout le temps décotés? En Oui. fait, ça arrive régulièrement, ça? Ah oui, ça arrive régulièrement, bien sûr. Ça, Ou en ce de la moment, croissance dans l'univers value, en fait. ah oui, oui, sur le marché polonais, en ce moment, il y en a plein des comme ça. Il y en a sur d'autres marchés, mais sur la Pologne, c'est flagrant parce qu'en ce moment, c'est le marché le moins cher du monde quasiment. Et on a des valeurs de croissance qui se traitent à des PER de 5 avec des ratios VE sur EBITDA pareil à 4 ou 5 et qui ont des croissances à 15% par an depuis 5 ans. Enfin, il y a des choses étonnantes, mais oui, ouais, ouais, ça existe tout à fait. Ok, bon, bah. Et sur Là, des on a bien secteurs. gratté. Ouais, tu as dit? C'est ça qui est intéressant. On pourrait se dire, bon, elles font de la croissance parce que c'est juste un haut de cycle, ok, mais non, elles sont sur des secteurs qui sont tout à fait tranquilles, en fait. Ok. Bon, là, on a bien gratté ta première formation. Allez, dans ta liste, une deuxième qui compte pour toi, vraiment qui est. Ouais, alors c'est une formation qui est complètement à part, qui s'appelle le Grand Accélérateur. Ok, elle est là. Alors celle-là, c'est la seule formation que je propose qui soit pas vraiment de l'analyse financière. C'est la formation macroéconomie et cycle économique. Celle-là, donc c'est pour ça qu'elle est importante pour moi parce qu'elle permet
régler un problème qu'on a en analyse financière, qui sont en situation de gros marché baissier, tout baisse, quoi. Même les meilleures actions value, elles peuvent prendre moins 50% parce que le marché ne fait pas de distinction. Donc, cette formation-là, elle est là pour se prémunir des marchés baissiers, pour prévoir les marchés baissiers, savoir quand ils vont s'arrêter, quand il faut réinvestir. Et elle est là aussi pour pouvoir gagner de l'argent en marché baissier. Via des protections, via des positions qui encaissent à la Voilà, baisse. c'est ça. Comme le Voilà. fameux BX4 qui te tient en haleine quand même depuis que je te connais, c'est-à-dire au moins 15 ans. Et maintenant, j'utilise plus le DSP5 d'ailleurs parce que j'ai plus envie de shorter les marchés US qui sont plus surévalués que les marchés européens, ils sont plus à mon avis. Je pense que si il y a quelque chose qui doit baisser dans les trimestres qui viennent, c'est plus les marchés US que les marchés européens encore. Ils vont baisser aussi, mais les US sont vraiment à des niveaux de valorisation qui sont énormes. Donc Donc j'ai le grand tendance à... accélérateur, allez vas-y, on gratte plus. Ouais, Comment ouais. tu l'as fait il y a quelques années, tu as accumulé des outils, en fait on se rapproche d'un timing global macro. Quelque part, Oui, c'est ça. c'est une Avec leur formation qui est un peu méthode. commune. On partage depuis 15 ans une certaine passion pour le global macro, toi et moi. Et donc, cette formation, elle est plus commune entre toi et moi que l'analyse financière que je ne pratique pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu as développé des outils? Tu t'intéresses beaucoup à la psychologie des marchés, contrairement à moi d'ailleurs. Tu Oui. suis tes consensus de sentiments, etc. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est des indicateurs de... alors, le modèle, il est simple à comprendre. Euh, on a deux pools d'investisseurs, comme deux groupes d'investisseurs, en fait, de réserves. Il y a les optimistes et les pessimistes. Ouais. Donc, un pessimiste, c'est quelqu'un qui a vendu ses actions. Et un optimiste, c'est quelqu'un qui a acheté. Si on est optimiste, logiquement, si on suit sa logique, on va être investi à fond. Mais si on est pessimiste, on va être cash à fond. Et les mouvements de marché ils se font par des transferts de flux d'un groupe à l'autre. Bon, un optimiste qui devient pessimiste, il vend ses actions. Et un pessimiste qui devient optimiste, bah, il achète, il se met à acheter. Et ils vont sans Alors, cash. et voilà. Et il y a des moments où on a un groupe qui devient exagérément gros par rapport à un autre. Alors, si on n'a que des optimistes, par exemple, ça n'arrive jamais, mais si on a une grosse majorité d'optimistes, ça veut dire que tout le monde a acheté, donc on n'a plus de réserve de pessimistes à convertir, et donc il n'y a plus d'acheteurs, parce qu'ils ont tous déjà acheté. Et si on n'a que des pessimistes, a priori, on n'a plus de vendeurs puisqu'ils ont tous déjà vendu et il ne reste plus d'optimistes à convertir en pessimistes. Et du coup, on n'a plus à ce moment-là de réserve de vendeurs. Donc, on a trop de pessimistes, c'est un signal d'achat parce qu'il n'y a plus de réserve de vendeurs. Et quand on a trop d'optimistes, c'est un signal de vente parce qu'on n'a plus de réserve d'acheteurs. Donc, ça se suit avec des indicateurs de sentiment qui essayent de mesurer la proportion de personnes qui sont dans chacun des groupes, qui évolue tout le temps, évidemment. Hein. Personne, on est optimiste à un moment, on devient pessimiste, puis on redevient optimiste, etc. Alors, tu Donc, mélanges j'ai une ça, série ces sentiments, tu les mélanges avec quoi? Avec quelle approche? Alors, je les mélange avec une approche de plus long terme, des indicateurs macroéconomiques qui permettent de prévoir où on est dans le cycle, si on est en train d'approcher une situation de récession, si on est au contraire dans une phase ascendante du cycle, voilà, ou si on est en sortie de récession. Parce que les indicateurs de sentiment, ils ne vont pas bien fonctionner en situation de croissance de marché haussier quand on est dans la phase ascendante du cycle. Il ne faut pas les utiliser tout le temps. Hein, c'est vraiment spécifique aux situations de crise. On peut les utiliser un petit peu en marché haussier, mais juste dans un sens, c'est-à-dire on va chercher les excès de pessimisme pour trouver des points d'entrée à l'achat dans un marché haussier. Donc, Mais tu mélanges le cycle économique avec les avec les sentiments des indicateurs. opérateurs et tu as, d'autres choses en dehors de ça? Bah après, il y a des indicateurs on va dire, de sortie de récession aussi. Donc ça, c'est utile pour capter les fins de cycle économique, savoir quand il faut se mettre à acheter. Donc voilà, Généralement, si je cite les stats, c'est 6 mois avant la récession, la fin de la récession, les marchés commencent à repartir, à peu près 6 mois avant. et on a souvent, quelques mois avant la récession, des pics. La courbe des taux, elle devient très pentue, en Oui. fait. Beaucoup.
dessus. Et là, c'est un signal d'achat aussi sur les marchés. Alors, il y a d'autres, il y a des tas de signaux, bien sûr, mais c'est un signal important quoi, d'avoir une Donc cote tout de est dans le P. grand accélérateur. Tout ça, toute cette logique est dans le grand accélérateur. Et c'est quelque chose, je le remets régulièrement à jour. D'ailleurs, là, je vais publier une mise à jour, soit aujourd'hui, soit demain. Elle est presque finie parce que de temps en temps, il y a un indicateur qui peut se mettre à dysfonctionner. Là, je préviens. J'avais un indicateur vraiment favori, un indicateur phare qui était le PCR 5 jours, donc Equity Put Call Ratio à 5 jours. Et en ce moment, depuis 15 jours, il se passe un truc assez curieux, enfin, on va dire depuis 3 semaines. Il y a un pic de pessimisme terrible Oui. et il n'est pas du tout corroboré par d'autres indicateurs que je suis, le VIX ou d'autres familles, qui eux sont au contraire en excès d'optimisme. Et même par la tendance graphique du marché, on est vraiment en haut du canal de tendance baissier. Donc logiquement, ça devrait repartir à la baisse si on est dans un cadre de marché baissier, bien sûr. Ça, faut toujours être capable de se remettre en cause. Mais donc ce TPCR 5 jours, en ce moment, j'ai l'impression en fait, tu vois, Charles, qu'il y a une bulle d'optimisme, enfin une espèce une bulle spéculative sur les options put. C'est-à-dire qu'il y a Euh, plein de petits investisseurs qui se ruent sur les options put et ça se voit sur le put call premium, la valorisation des puts qui est anormale et j'ai ça une fausse info pour l'indice. toi, si tu veux. J'ai une info pour toi à Ouais. nouveau. Il y a sur Zero Hedge un mec qui est un peu un. Tu sais, il y a des mecs qui sont hardcore en termes de maths sur les options. Et je crois qu'il s'appelle Gamma Edge ou un je sais pas trop quoi. Et Ah oui, il se passe quelque chose effectivement sur les puts. Tout le monde en parle en fait. Il n'y a pas que toi qui l'as vu, tout le oui, monde en parle. oui. Dans l'univers des options, tout le monde en parle, ouais. Et On ne sait donc, pas trop, on ne sait pas, ils ont plein. Il y a peut-être des gros qui ont pris des énormes positions. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements complètement erratiques sur l'SP 500. Par moment, on se retrouve à cause du gamma à faire 2%, 2, 3, 4%. C'est pour ça que aussi le mouvement là l'autre jour de 7%. La veille, de mémoire, je crois sur Zero Hedge, j'avais un mec qui disait que la situation était explosive sur les options et derrière, c'était incroyable. Le lendemain, 7%. Donc oui, il y a des gros mouvements sur les options, ça ne m'étonne pas ce que tu dis. voilà, donc du coup, j'ai cherché d'autres indicateurs que je vais proposer pour compenser ça, pour qu'on puisse continuer à utiliser correctement ces indicateurs de sentiment, quoi, qui puissent rester fiables malgré tout. Mais il faut être attentif, voilà, faut toujours se remettre en cause. S'il y en a qui ne fonctionnent pas temporairement, bon, on en utilise d'autres et puis c'est tout, quoi. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que tu mets à jour tes formations très Oui, régulièrement, voire une fois par an ou 2 fois par an. En dehors des formations, tu donnes des listes qui sont mises à jour. Par exemple, tu mets à jour carrément la structure même de la formation sur les indicateurs. Justement, tu fais un suivi des formations. Je les vois régulièrement passer. Tu en fais quasiment une fois par mois. Donc, il faut quand même que les gens sachent que c'est pas. Comme tu es utilisateur de tes propres formations, évidemment, il y a un suivi qui est fait par toi au fil des années. Et bah oui, parce ce que qui me rend cinglé, ouais. c'est ça ce qui me rend cinglé, c'est que les gens achètent tes formations et puis ils viennent pas consulter les updates, les mises à jour. Ça m'énerve, ça. Ça, j'avoue, ça m'énerve. Ça me gratte. Je sais pas comment faire pour leur. Ouais. Bref, c'est un petit aparté. Alors, euh, après, donc on a vu la gestion valeur, les ratios stricts, le respect strict des ratios pour ne pas avoir peur et être capable de porter une position à long terme. Le problème du value, bah, c'est que quand on a un marché baissier, on peut prendre une tannée, on peut prendre une claque, même si c'est Ah déjà oui. value. Donc, tu as fait le grand accélérateur. Après une troisième. Ah oui, il y en a une importante à mes yeux, c'est la formation pétrole et or, parce qu'elle couvre un domaine vraiment à part de l'investissement. Et ça, bah, quand on parlait de cycle growth value, et là aussi, ça fait, en gros, ça fait presque 15 ans, on va dire au moins depuis 2010, que les matières premières sont en perte de vitesse, que le pétrole a été négligé, qu'il a perdu en pondération. Quand on regarde la pondération du Passive. secteur énergie dans le S&P, on est passé de 12% à un plus bas de 2 et quelques pourcents en post-Covid. Et là, on est remonté à 4,5%, mais on a encore un énorme chemin à accomplir à la hausse pendant des années avant de retrouver le sommet du cycle suivant. Donc, il y a un grand cycle haussier qui se prépare sur les matières premières, les valeurs pétrolières et en partie l'or aussi. Donc, c'est une formation importante. Alors, si on a une récession dans les trimestres qui viennent, ça va peut-être temporairement baisser. Il y a un petit risque, mais après, ça va exploser à la hausse. Et on a déjà, maintenant, sur les valeurs pétrolières, j'ai fait la mise à jour il y a une semaine de mémoire ou 15 Mhm. jours. Donc, la mise à jour est toute récente avec une liste de valeurs
Bon, j'ai passé en revue des dizaines de valeurs, hein, que ce soit les grosses capitalisations, les petites, il y a pas mal de choses dedans. Et on trouve des valorisations extrêmement basses en ce moment sur les valeurs pétrolières. Et il y a des valeurs qui, même si le pétrole se replie à 50-60 $ temporairement, elles continueront à gagner beaucoup d'argent de toute façon et à être sous-valorisées. C'est ça en Donc, fait, c'est que les boîtes du pétrole gagnent énormément d'argent en ce moment, puisqu'elles ont ouais. appris à vivre avec un pétrole beaucoup plus bas. Et les gains là qui ont été publiés, le fric gagné par les pétrolières, c'est ahurissant, quoi. C'est Ouais, des montagnes de fric, donc c'est forcément value parce que et le marché n'en veut pas, il valorise pas. Pourquoi à ton avis? ouais. Pourquoi il donne Euh, alors, il y a deux choses. Alors, je pense que les aspects ESG comptent, c'est-à-dire qu'il y a des tas de fonds qui se retirent du secteur parce que c'est pas politiquement correct d'investir dans le pétrole. Alors ça, c'est super, hein. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle en fait, parce que OK, les valeurs se valorisent pas temporairement, mais du coup, on a des gros rendements. Oui. On a franchement quand on voit Total Gabon, quand même, cette année, ça fait un rendement sur dividende, on frise les 50%, quoi. Pas tout à fait, mais pas loin. Bon, c'est un dividende soi-disant exceptionnel, mais malgré tout, bon, il y en a comme ça une série avec des rendements sur dividende de plus de 10%. Alors, si les fonds ESG n'en veulent pas, c'est pas grave. Si ça monte pas, c'est pas grave. On peut patienter avec des rendements sur dividendes très élevés pendant quelques années jusqu'à un moment où le marché va bien se rendre compte de toute façon que c'est intéressant. Et à un moment, les investisseurs, ils vont en avoir marre de se faire plumer avec les fonds ESG et vont revenir sur d'autres choses. Quand on voit Dans- comment ces fonds sous-performés cette année, bon, ils vont se poser des questions. Et ça commence d'ailleurs, hein, ça commence à être remis en cause, peut-être pas en Europe de l'Ouest, mais aux États-Unis, ils en reviennent. Donc, Alors, je vais faire une précision aussi parce que c'est vrai que tu es resté longtemps dans ton PEA dans la France et puis oui, je sais, tu as pris un virage il y a quelques années où tu t'es ouvert sur le monde quelque part. Et cette formation, elle est oui, spéciale parce que dedans, c'est pas que de l'or et du pétrole, c'est également les places, les économies moins développées. oui, Et tu vas chercher maintenant, avec tes critères orthodoxes de valeur, plus ton global macro, tu vas chercher sur le monde, en fait, quelque part. Tu diversifies en plus par les pays émergents, mais c'est pas forcément les pays émergents, parce que aujourd'hui, ça veut rien dire. Ils mettent la Chine, ils mettent la Corée. La Corée, qui est une économie extraordinaire, ils la mettent, dans les indices, elle est considérée comme pays émergent, donc ça veut rien dire, cette séparation pays émergent ou pays industrialisé. Mais d'ailleurs, je pense que l'appareil industriel de la Corée va mieux que l'appareil industriel de la France. ah Mais oui, ça, c'est pas- mais voilà, tu t'es ouvert et tu vas chercher partout dans le monde. Et tu veux me parler de ça, cette ouverture? Quand est-ce que tu as fait ça? Fait ça il y a 2 3 4 ans, non. Ça fait pas longtemps que tu fais oui, ça. oui, bah, parce que effectivement, les possibilités d'investissement en France devenaient plus limitées et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses formidables à voir ailleurs et qu'il fallait sortir Alors, de... et je précise pour tout le monde, là, dans la tête de Loïc, des choses formidables, c'est des ratios. Alors, dis-nous tes Ouais, ratios de ouais, formidable, parce que le formidable, ça veut rien dire. Genre, un price to cash flow de combien? De 2. Un ouais, c'est price to ça. Ouais. sell de 0,5. Alors là, Loïc, là, il kiffe à mort comme un cochon. Non, mais 0,5, 0,5. 0,5, c'est cher hein, quand même, faut pas Ah exagérer. Hein, non, alors, formidable. Tu as employé le mot formidable. Formidable, c'est quoi? C'est 0,2, 0,3, un Oui, price to voilà, oui, sell? oui, on peut trouver du 0,2, 0,3, on peut trouver des ratios VE sur EBITDA Je savais même pas qui que ça sont. existait. On peut en trouver à deux aussi. On peut même en trouver des négatifs, hein, c'est-à-dire des entreprises, des actions qui ont une valeur d'entreprise négative. C'est-à-dire qu'elles ont plus de trésorerie que de capitalisation. À ce moment-là, le Il me semble ratio. bien que tu as fait une formation là-dessus, non? Ça me rappelle quelque chose, Ah ça. oui, Ça oui, serait oui. Ça, c'est pas. C'était laquelle, celle-là? Ça me rappelle quelque Deep, chose. Deep Value Expert. Deep Value Expert. Ça, t'aimes bien, ça. Mais c'est pas tous les Ah, jours. ouais. Et je crois que ouais, c'est pas tous les jours qu'il y a ça, hein. Ouais, ouais, ça, donc celle-là, elle est super efficace quand on sort de récession. Alors ça, c'est là que les stratégies vont le mieux performer, c'est en sortie de récession, en première partie de cycle économique, parce que là, en fait, les investisseurs, ils vendent tout et n'importe quoi de façon anarchique et du coup, on trouve des valeurs totalement bradées. En fin de cycle économique, ça fonctionne moins bien, sauf si on va vraiment accepter d'aller sur tous les pays du monde. Et là, ouais, là, on peut trouver en tout temps des opportunités. En tout temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, avec tes screeners, tu trouves du Deep Value Expert bah, en Pologne, par exemple. Tu nous disais tout à l'heure. Voilà.
Exactement. On va en trouver en Pologne, on va en trouver sur Singapour, un petit peu sur Hong Kong, mais bon, il y a un risque géopolitique, mais bon, faut pas non plus refuser. Sur la place de Hong Kong, en fait, moi, ce que je me dis, bon, c'est sûr que Xi Jinping, c'est loin d'être le meilleur Ah, dirigeant tu l'aimes pas, sûr. Hein, ça, vous Ouais, le savez peut-être ça, pas, c'est ce qu'il ne dit pas publiquement, mais il l'aime pas, sûr. Mais bon, ce que je me dis, c'est qu'il va pas trop embêter les investisseurs sur ce qui lui fait pas de l'ombre. C'est-à-dire si on achète du Tencent, bon, là, ça va l'embêter. Ça va le C'est- gratter, c'est- là, ça va le gratter. Ça va le gratter. Si on achète une entreprise qui capitalise 200 millions de dollars ou 300 millions de dollars, il sait même pas qu'elle existe. Et bon, c'est bon, elle va pouvoir prospérer plus ou moins tranquillement. Enfin, elle a des chances de le faire. Donc, voilà. Et Alors, après, il y a la place de Singapour où là, juridiquement, il y a beaucoup moins de risques géopolitiques. Et sur Singapour, en fait, on trouve des entreprises qui opèrent en Chine, au Vietnam, sur toutes les places de l'Asie. C'est pas que sur Singapour. Elles ont leur siège à Singapour, mais elles opèrent un peu partout. comment tu t'organises? Parce que dans cette transition, c'est facile de jouer en Europe ou aux États-Unis avec les comptes de bourse. Oui. Là, maintenant, tu es à une échelle, comme on peut le découvrir dans cette interview plus internationale. Donc, la Pologne, quand tu fais que les devises, les titres, Singapour, comment tu t'organises? Tu as un seul broker qui fait tout pour toi? J'en ai, on va dire, j'ai un broker français que je réserve aux actions françaises et après j'en ai deux pour les places étrangères, en Ok. fait. Et ça pose pas Et de je fais, problème après? Tu as ouvert des comptes, tout, nickel. ouais, non, ça va, ça se Ils fait. gèrent, ils gèrent les devises, ils gèrent les titres, la compensation, tout. Les devis, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que bon, si on prend une valeur pétrolière, par exemple, elle va vendre en dollars. Alors, peu importe le pays où elle est, peu importe la devise, même si la devise du pays se gamelle complètement, elle va continuer à vendre en dollars. Elle va gagner, donc c'est pas très grave. Donc, tu fais quand même attention dans ton choix de valeur à avoir une entreprise qui a un chiffre d'affaires euh, qui ne dépend pas, Oui, par exemple, d'un crash monétaire. oui, c'est sûr. Ouais, ça, c'est important. Donc, je veux dire, tu as un process, on va gratter un petit peu, tu as un process d'analyse au-delà de tes ratios, tu essayes de comprendre ce que tu achètes. Je veux dire, tu ne fais pas que des ratios derrière, tu mènes une analyse fondamentale, discrétionnaire de l'entreprise. Parce Ah que oui, c'est oui, oui. Non, parce que c'est assez flippant d'acheter des boîtes à Singapour, en Pologne et machin. Apparemment, il y a des sites d'entreprise qui sont c'est des hiéroglyphes. Enfin, il y a des rapports Ah en non, anglais partout. ah, mais alors, la langue, ça pose plus aucun problème, hein. Il y a Google Translate. Moi, je traduis des choses en chinois. Ça va pas être du français parfait, mais franchement, c'est devenu extra. Les outils de traduction maintenant, ils sont devenus très efficaces, hein. Les rapports en polonais, bon, je les passe dans Google Translate. J'ai un truc impeccable en anglais ou en français. Donc, pour tous ceux qui veulent investir sur les valeurs étrangères, faites-le. Utilisez Google Translate. Vous avez un rapport d'entreprise, vous téléchargez le fichier PDF en polonais, en ce que vous voulez. Google bon, il le traduira très efficacement en français. Ok, donc ça, c'était l'information qui manquait. Et au-delà de Deep Value Expert, c'était vraiment de mémoire l'analyse en fait du fric, grosso modo, qui est dans la boîte par rapport au cours de bourse. Mais il y avait d'autres choses avec Deep Value Expert ou pas? Value Expert, c'est toutes les stratégies des codes sur stock. Donc, des codes sur stock. Alors, il y a deux familles de ratios en analyse financière. Il y a le stock, c'est-à-dire ce que l'entreprise possède. Et il y a les flux qui sont ben, les bénéfices, le chiffre d'affaires qu'elle produit chaque année. Donc, celle-là, elle est concentrée sur les ratios de stock. Donc, on va chercher soit des entreprises qui décodent sur trésorerie nette, soit sur actifs net liquides, c'est-à-dire la trésorerie, les stocks, les créances, on enlève toutes les dettes. Soit j'ai rajouté aussi certaines formes de décote sur capitaux propres où je vais intégrer aussi les immobilisations de plus long terme. Donc il y a plusieurs. Mais Donc alors à ce tu as moment-là, proposé aussi des screeners et je crois que tu fais des mises à jour, tu proposes des listes, non, de valeurs. ouais, voilà, alors les screeners, c'est indispensable hein, parce que je ne vais pas non plus passer mes journées à étudier des bilans d'entreprise. Donc le screener, il permet de filtrer des milliers d'entreprises instantanément. Il va me sortir une liste de 30 ou 40 et après cette liste de 30 ou 40, bah, je vais pouvoir l'étudier manuellement, mais sans avoir à y passer trop de temps parce que regarder une trentaine de bilans, c'est pas excessivement long. Et donc voilà. Après, donc il y a ces screeners hein, qui sont super importants. Et après, je mets des listes de valeurs, effectivement, dedans.
chaque mise à jour, peut-être chaque année, ça dépend des formations. Mais ouais, ça permet à ceux qui achètent la formation d'avoir déjà une base pour démarrer efficacement. Et ça me sert à moi aussi, puisque quand je fais mes recherches, bon, bah, je vais trouver des idées pour moi pour investir. Donc, c'est une bonne chose. Du win-win, du gagnant-gagnant. Exactement. Bon, très bien. Alors, on voit que tu as d'autres produits, mais on fera ça dans une autre interview. C'est comme Eric. On fera ça on se redonnera rendez-vous et puis on passera en revue les autres formations que tu as fait. Voilà. Bon, bah Dans la écoute. dernière vidéo que j'ai publiée sur Esprit Argent, de toute façon, j'ai donné un petit fichier PDF en dessous de la vidéo qui détaille la structure de toutes les formations et lettres que je propose. Donc, ceux qui veulent avoir tout en détail, ils peuvent regarder ce Ouais, ouais, fichier. mais un petit PDF, c'est pas comme quand je te pose des questions chiantes, quoi. Ah, c'est sûr. Non, non, là, c'est. C'est un petit Non, peu ça, moins c'était. vivant, quoi. C'est. Ah, bah, bien sûr. Non, 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 là, mais en c'est. fait, il manque Google Translate pour translater le PDF en truc sympa, tu vois. Et là, c'est. En fait, je sers de Google Translate entre Loïc, Ouais, orthodoxe, dans la valeur. Tu sais quoi? Formidable, ouais. À la recherche de valeurs formidables du ouais. 0203. Ouh là 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 là, que c'est bon. Et puis ton PDF, quand même, qui doit être un petit peu froid, toi. Sacré Loïc. Moi, pour terminer, Baba, tu l'achètes ou tu l'achètes pas, Baba? C'est un peu notre dada entre nous. C'est un vieux truc. Tu l'achètes ou pas? Non, parce que j'ai mieux en valeur en small cap ailleurs. Mais pour du trading, ouais, pour du court terme, ça peut le faire. Ça suffit que le zéro Covid s'arrête en Chine et bah, j'ai l'impression que ça va devenir tellement intenable qu'ils vont finir par l'arrêter. Il peut y Bon, avoir un rebond du marché chinois. du Ouais, Baba. Bon. Ce là-bas. sera le mot de la fin. À bientôt, Loïc. À bientôt, Charles. Ciao, ciao. Ciao.